Ouais, quoi. S'il vous plaît, photographe, pas 15 points, sortez s'il vous plaît. Merci. Allez messieurs. Merci. Allez, vous allez. Allez, s'il vous plaît, allez. À quel point, là, en parcourant la manifestation, on voit que contrairement aux oracles qui expliquent qu'à chaque fois, le nombre de manifestants va s'essouffler et que les gens vont s'épuiser, on est encore sur des très gros niveaux de mobilisation. On aura une autre journée appelée par l'intersyndicale qui sera, elle, un samedi, avec des éléments que je trouve très intéressants. La jeunesse se met dans la bataille. Vous avez vu que les organisations de jeunesse annoncent qu'il y a 15 universités qui ont été bloquées aujourd'hui, 200 lycées. Et je pense que la jeunesse va continuer de s'en occuper parce que lorsque l'on force les gens à travailler jusqu'à 64 ans, ce sont autant de jeunes qui n'arriveront pas à trouver leur premier emploi. Et puis je trouve que l'atmosphère en Europe est aussi intéressante, avec des peuples européens comme encore les Italiens il y a peu, qui disent au peuple français qu'ils regardent son combat, et qu'ils espèrent que le peuple français va gagner à faire échouer cette réforme des retraites parce qu'eux subissent de plein fouet l'allongement de l'âge de départ. Et je rappelle que la France, et c'est une des raisons pour laquelle nous nous battons, la France est un des pays au monde avec le taux de retraités pauvres parmi les plus bas au monde, et c'est notamment grâce à son système de retraite. Donc au moment où le combat commence à l'Assemblée nationale avec hier notamment la motion de rejet, eh bien il est tenu pour dit à la fois aux députés de cet hémicycle et aux ministres que les murs de cette Assemblée ne seront jamais assez épais pour contenir et pour ne pas entendre la colère du peuple qui s'exprime à l'extérieur. Donc je trouve que voilà, c'est une belle journée pour ce combat, pour continuer à garder un système de retraite qui soit digne pour toutes et tous. Et c'est ce pourquoi les gens sont dans la rue aujourd'hui. Madame Panot, c'est la 3e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Pas d'inflexion du gouvernement, pas un signe à votre rencontre. Vous appelez à quoi? Renforcement des blocages, des grèves? Parce qu'en fait, ils se fichent un peu du nombre de personnes dans la rue. C'est ce que disait notamment Olivier Véran, que vous soyez 700 000 ou 1,3 million, ça ne changera rien. Alors c'est effectivement ce qu'ils disent et c'est quand même un certain signe de comment il se représente la démocratie dans notre pays. À la fois la démocratie sociale, parce que je rappelle que les manifestations, les syndicats font partie de la démocratie sociale et qu'il ferait bien de l'écouter. Et puis aussi de la démocratie parlementaire, c'est ce qu'on voit notamment avec l'utilisation du 47.1 ou des manœuvres qui sont utilisées à l'Assemblée pour essayer de contenir le temps du débat le plus possible. Donc on voit bien là des méthodes antidémocratiques, autoritaires. Moi quand j'entends un gouvernement en France expliquer qu'il va encadrer le droit de grève, je suis extrêmement inquiète. C'est exactement ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, où au Royaume-Uni, il y a des manifestations comme on n'en a pas vu parfois depuis 100 ans, notamment avec un mouvement des infirmiers et des infirmières extrêmement forte. Quelle a été la réponse? Là aussi, la répression avec un encadrement du droit de grève. Eh bien, là aussi, le gouvernement français s'inspire des gouvernements les plus néolibéraux et lui aussi pense à encadrer le droit de grève. Je pense que nous sommes sur un gouvernement qui est d'un autoritarisme incroyable. Et je rappelle juste à chacun et à chacune que nous n'avons jamais vu un gouvernement expliquer à l'avance qu'il allait plier. Et donc le rapport de force doit évidemment continuer de s'accroître et le rapport de force populaire qui continue de peser dans la rue est très important pour ce que nous menons, nous, à l'Assemblée nationale, dans notre rôle comme groupe parlementaire, c'est-à-dire la bataille parlementaire. Et puis c'est toujours intéressant quand vous voyez par exemple celle qui rapporte le texte à l'Assemblée nationale, Madame Rist, de lui rappeler et de la féliciter par exemple pour les 30 000 personnes qui manifestaient le 31 janvier à Orléans. Ça crée une petite ambiance de travail qui, je crois, est intéressante pour le travail parlementaire parce que oui, les députés sont d'abord et avant tout des représentants du peuple. Hier, à l'Assemblée nationale, il y a eu quand même beaucoup de chahuts, brouhaha à l'Assemblée nationale. La majorité vous accuse
bordéliser l'Assemblée? Est-ce que vous ne leur donnez pas finalement des arguments avec ce qui s'est passé hier? Alors il y a deux choses. D'abord, il faut rappeler qu'en 2019-2020, c'était exactement les mêmes arguments pour décrédibiliser une opposition, c'est-à-dire une opposition qui n'aurait aucune proposition, je cite Madame Borne, qui serait dans le déni, ce qui est quand même fort de café quand on voit qu'eux, ils nient complètement le fait qu'il y ait près de 3 millions de personnes qui manifestent dans les rues. Donc c'est une technique, ma foi, assez classique de dénigrement de l'opposition. Donc ça c'est la première chose et je rappelle qu'en 2020 nous avions gagné notamment grâce évidemment à la mobilisation des grèves de la rue mais aussi grâce au travail d'opposition parlementaire que nous avons fait. Première des choses. La deuxième chose, et c'est important, le bazar ou le chahut comme vous l'avez dit à l'instant d'hier ne vient pas de n'importe où. Nous n'avons pas fait un chahut pour n'importe quoi. Nous avons refusé quelque chose qui est extrêmement grave, c'est-à-dire que la présidente de l'Assemblée décide d'appliquer à géométrie variable des règles de notre règlement. La présidente de l'Assemblée est là justement pour faire appliquer des règles de notre règlement et elle a décidé de manière complètement arbitraire qu'elle pouvait les changer en cours de route en refusant notamment une motion référendaire qui avait été déposée par le groupe Lyot avec des députés de 6 groupes différents sur les 10 groupes que compte l'Assemblée nationale. Donc c'était une manière de ne pas laisser passer un nouveau déni démocratique, un nouveau coup de force. Et nous ne voulons pas laisser la représentation nationale se faire écraser, se faire piétiner comme ils le font maintenant depuis des années. Alors on a eu l'échauffement avec 10-49-3, maintenant c'est le 47-1. À un moment ça suffit, on est en train de parler de la vie de millions de Français dans ce pays qui vont tous prendre 2 ans ferme. Et je crois que ça mérite un débat qui est sérieux et un débat qui respecte les règles de notre Assemblée. C'est bon pour vous? Non? Allez-y. Quelles sont au fond vos marges de manœuvre? Parce qu'à l'Assemblée nationale, si ce texte passe, quoi qu'il arrive, il ira au Sénat, puisque le calendrier législatif est très court à l'Assemblée nationale. La mobilisation dans la rue, le gouvernement finalement ne le considère pas tellement, pas tant que ça, même s'ils disent qu'ils l'entendent. Quelles sont vos marges de manœuvre réellement, Madame Panot? Je vais vous rappeler des petites dates. Le CPE avait été adopté, jamais promulgué, notamment grâce à la rue qui s'était mobilisée. 2019-2020, la réforme des retraites, je le rappelle pour celles et ceux qui peut-être l'auraient oublié, avait été adoptée par 49-3, c'est-à-dire sans vote par le gouvernement qui était passé en force. Et pourtant retiré ensuite derrière après. Donc quelles sont nos marges de manœuvre? Eh bien continuer le rapport de force populaire, continuer notre travail d'opposants et surtout montrer que nous proposons aussi une alternative. Ils sont en train de pleurer sur 12 milliards de déficit hypothétique dans 4 ans et qui serait absolument dramatique, qui mettrait le système de retraite en faillite. Je rappelle que le Conseil d'orientation des retraites lui-même explique qu'il n'y a aucun dérapage financier sur la question du financement des retraites actuelles et même pour nous, pour financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités, ce que nous proposons à la NUPES. Alors dans ce débat, nous allons démontrer, et c'est pourquoi nous avons déposé beaucoup d'amendements, nous allons démontrer qu'il y a 1000 autres façons de financer le système actuel, voire la retraite à 60 ans, qui serait, je crois, un progrès qui continuerait le sens de l'histoire de tout ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire la diminution du temps de travail à la fois dans la journée, dans la semaine, dans l'année et dans la vie, et d'avoir les gains de productivité qui ne soient pas engrangés tous par les dividendes et les actionnaires du CAC 40 qui se gavent comme jamais, mais bien par la grande majorité du peuple français. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Au fond, c'est une question de partage des richesses qui est posée. Donc quelles sont nos marges de manœuvre? Posez-les plutôt au gouvernement. Quelles sont les marges de manœuvre d'un gouvernement qui est en train de faire une réforme qui est haïe par 80% des Français, 93% des actifs, l'ensemble des syndicats, l'ensemble de la NUPES? Je pense que c'est plutôt eux qui sont dans une situation difficile que nous. Merci à vous. Que le président Macron ne tient pas pour sauver le système des retraites comme il le prétend. Il tient sur la réforme par orgueil. Et on ne gouverne pas un pays comme la France par orgueil. On ne gouverne pas contre les Français par orgueil. C'est quoi vos marges de manœuvre aujourd'hui? Et montrer à quel point les Français y sont opposés, c'est important parce qu'on est quand même en démocratie. Mettre
la pression sur l'Assemblée nationale, sur l'ensemble des députés, parce que pour tous les députés, eh bien, il va falloir, dans les jours qui viennent, vivre avec cette réforme dont tout le monde a compris qu'elle était profondément injuste et assez inhumaine quand on voit à quel point les femmes, les travailleurs précaires, celles et ceux dont, pendant le Covid, on disait heureusement qu'ils sont là pour nous sauver, ils n'ont pas besoin de s'en prendre plein la gueule avec cette réforme. Les gens vont venir en famille et aujourd'hui, les arrêts de travail dans les entreprises et la marche cet après-midi. Deuxièmement, vous avez le Parlement qui se met en mouvement. Et vous avez vu que la séance d'hier a été assez agitée pour être un appel à l'action. Troisièmement, parce que vous avez la jeunesse qui est en train d'entrer en action. Nous avons une quinzaine de facultés, je ne sais combien de lycées qui se sont mis en mouvement. Donc, ceci est la semaine qui amplifie et installe et enracine le mouvement. Vous devez vous attendre à toute une séquence d'élévation du niveau de la mobilisation. Voilà. Donc le pouvoir est chaque jour un peu plus isolé, un peu plus en difficulté et un peu plus dans une attitude irresponsable de provocation du pays. Voilà. Pourquoi c'est important aujourd'hui que les politiques soient main dans la main avec la population? Mais parce que c'est un symbole de cette jonction entre les différents secteurs du pays. Nous, là, vous avez les députés, c'est-à-dire les élus de la nation, et puis les organisations politiques, les organisations syndicales, et on voit comment s'amplifient et se joignent les uns après les autres les secteurs de la population. C'est ça qui est important, c'est ça l'enjeu là. Est-ce que la journée de samedi, la première en week-end, peut être un tournant? Ah ben tout à fait, je le crois personnellement, profondément. Pourquoi? Parce que quand vous avez une action en semaine, elle est nécessaire. Et les syndicats ont un rôle, comment dire, certainement c'est le rôle le plus fort puisqu'ils arrêtent la production. Par conséquent, quand la grève a lieu, il y a des pertes qui sont enregistrées par le capital. Et donc, eux, ils sont sensibles à ça. Et puis, il y a toute la population qui n'est pas salariée, c'est-à-dire les chômeurs, les retraités, les étudiants, etc., qui peut entrer en action quand c'est le week-end. Et c'est ce que nous allons voir samedi. Déjà aujourd'hui, je sais que de tout ce que j'ai vu remonter de chiffres de la province, des régions, c'est très puissant, très puissant. On a l'impression d'un jeu de provocation entre le gouvernement et la population. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. À quel moment ça va s'arrêter? Est-ce qu'il va falloir passer par 49.3? Est-ce que vous allez monter en puissance en termes d'agressivité dans ce... Non, nous ne sommes absolument pas agressifs. La seule personne agressive de ce pays, c'est M. Macron, qui a inventé, pour le confort de son mandat, une provocation à l'égard du pays tout entier pour une raison qui n'existe pas. Les régimes de retraite ne sont pas en déficit. C'est un mensonge. Il veut montrer à la Commission européenne, à ses amis de Davos, etc., qu'il est capable de mater le peuple français. Il y a quelque chose de provoquant dans son attitude. Après, que voulez-vous que je vous dise ? Une démocratie, c'est à la fois la démocratie parlementaire, la démocratie sociale. On n'est pas chez Poutine ici. Donc le président fait pas ce qu'il veut. Et tous les présidents auparavant, même les plus déterminés, devant une réforme qui était rejetée par la masse du peuple, eh bien, on finit par changer leur position. Monsieur Chirac, qui avait quand même un coffre autrement plus épais que celui de Monsieur Macron, a bien lâché prise. Le président Mitterrand aussi. Alors, M. Macron ne doit pas faire preuve d'une sorte d'orgueil mal placé qui ferait qu'il ferait durer un conflit qui coûte cher aux gens. Parce que là, les gens qui sont là, ils ne se promènent pas. Hein, c'est un jour de grève. C'est un jour de paye de moins. Et de même samedi, il y aura beaucoup de monde, mais c'est un effort. Voilà. C'est lui qui doit maintenant se montrer raisonnable et arrêter. Il faut qu'il fasse comme d'autres avant lui. Voilà. C'est la vie, il s'est trompé. Il n'a qu'à trouver autre chose comme idée. Hein. Voilà. Et concrètement, c'est bien. Quoi? Concrètement, c'est quoi la suite s'il n'y a toujours pas de réponse du gouvernement? Et bien là, voilà, la suite, et ben, ça sera samedi, puis un autre jour, et ainsi de suite. Ça s'appelle la lutte sociale, c'est quelque chose d'assez courant. Notre pays a connu ça déjà à plusieurs reprises. Et vous savez, il y a quelque chose aussi de nouveau, non seulement des secteurs de plus nombreux de la population se joignent à la lutte. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est les jeunes, l'aspect le plus frappant. Le taux de grève est bon dans les entreprises.
nous sommes là, les élus, la bataille parlementaire a commencé, donc on voit qu'on est entré dans une nouvelle phase. Mais il y a aussi du monde entier, on reçoit des messages, c'est très touchant. Parce que dans plein de pays, les gens disent « Mais oh, les Français, vous faites grève pour nous ». Voilà. C'est tout ça qui est en jeu. Vous savez, ces journées sont maintenant définitivement entrées dans l'histoire du pays. Les grands moments sociaux font partie de l'histoire du pays. Vous rencontrez du monde qui a vécu ou fait les grèves de 1995, ça commence déjà à dater, hein. Mais voici que celle-ci à nouveau marque les imaginaires, marque l'expérience personnelle. Et il y a en quelque sorte une culture cumulative de la lutte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous l'avez fait une fois, la fois d'après, vous savez de quoi il s'agit. Voilà, je trouve ça très encourageant pour l'esprit rebelle de notre peuple. Tout à l'heure, j'étais avec des responsables parlementaires belges de la gauche et ils venaient voir parce que pour eux, c'est très enthousiasmant. Voilà. Allez. Merci, monsieur Mélenchon. Hop, non, désolé. Merci, monsieur Fernandez. Non, finalement, c'est Victoria. C'est vrai que comme j'en avais 3 dans la main, Victoria. Mais il frappe tout le monde, il est à garde de jouer, il a frappé tout le monde. Parce que pour nous, 64 ans, c'est non. C'est trop tard. On n'est plus apte à travailler à 64 ans. Vous pensez que le gouvernement peut changer d'avis et aller dans votre sens? J'ai pas entendu. Vous pensez que le gouvernement peut changer d'avis et retirer son projet? Macron, je pense. Bah, de toute façon, si on n'est pas là, il ne changera pas. Donc de toute façon, tout le monde devrait être là. Voilà. La retraite, pourquoi à 67 ans, ça représente quoi pour vous? À 64 ans, la retraite, ça représente quoi? C'est trop tard. On est déjà usés, on a travaillé, on n'est pas derrière un bureau, nous. On est des métallos. Donc forcément, c'est trop tard. Vous continuez à faire votre métier à cet âge-là? Ah non, bah, ça dépend de quel métier qu'on fait, évidemment. Si on est derrière un bureau, un maçon, le bâtiment, ils ne peuvent pas. C'est pas possible.
Ils sont usés bien avant l'heure. Donc, non, 64 c'est non, ça suffit là. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Là. On espère, c'est tout. On espère. On espère. Ah, bien sûr. De toute façon, il faut qu'ils reculent. Et d'ailleurs, tout le monde devrait être dans les rues là, parce que ça concerne tout le monde. Et nos enfants, nos petits-enfants, ils vont pas venir à 70 ans avec des béquilles. Donc non, Macron, ça suffit. Il faut arrêter les conneries. On fait un peu de temps pour vivre. Après. Voilà. Pour vous, manifester, c'est important, c'est la rue qui va faire bouger les choses. Il n'y a que ça qui peut faire bouger. De toute façon, tout le reste, ils s'en moquent, ils s'en foutent. Et là, moi, les gens, ils sont là. Toujours pas assez nombreux, à mon avis, parce que ça concerne tout le monde. Et en tout cas, oui, il faut que tout le monde soit là et dise non, stop, ça suffit. La CFDT, elle a un rôle très important. C'est l'acteur d'alerte. Ah oui, la CFDT, elle a un rôle important, mais de toute façon, ils ne nous écoutent pas. Donc, il faut absolument qu'on continue jusqu'à temps qu'il arrête. Nous, on veut qu'il arrête ça, que 64, c'est trop. Merci. C'est quoi le message sur le retard? Le message, c'est clair, c'est qu'on n'a pas besoin de bosser jusqu'à ce qu'on voudrait nous faire bosser. Il y a les moyens de financer autrement le soi-disant déficit des caisses de retraite. Il faut simplement avoir le courage politique d'aller chercher cet argent là où il est réellement et de foutre un petit peu la paix à ceux qui travaillent et ont le droit d'espérer pouvoir profiter de toutes leurs années de travail pour faire autre chose, pour avoir une seconde vie, pour jouer leur rôle de grands-parents, pour s'impliquer associativement, etc., etc. Et puis effectivement d'être en forme parce qu'on sait que l'espérance de vie en bonne santé, elle est moindre que l'espérance de vie totale qu'on doit grâce aux avancées de la médecine. C'est vraiment que le Parlement va reculer et retirer ce projet? Je pense que si on est effectivement, s'il ne regarde pas simplement le nombre de grévistes, mais le nombre de gens qui sont dans la rue, et qu'il veut effectivement prétendre représenter le peuple, il faut qu'il l'écoute. Sinon, effectivement, le risque c'est que après le non à Maastricht, etc., on risque de faire le lit de l'extrême droite. Et ça m'emmerderait de vivre dans un pays qui a un idéal qui n'est pas le mien. C'est dans la rue que ça se passe, c'est dans la rue que ça va. Je pense que la rue, effectivement, elle doit jouer son rôle et elle le joue. Je ne sais pas combien sont les estimations, je ne parle pas celles du ministère de l'Intérieur, mais celles des syndicats, je ne sais pas encore, je n'ai pas de retour, mais il semble qu'on est nombreux. Et puis c'est aussi dans les petites villes que ça se joue. Quand on voit que c'est capable de passer de 7000 à 9000, enfin 7500 à 9000 à Vannes sur les deux premières manifs, je pense que oui, il y a des gens qui ont des choses à dire. Il y avait 250 000, 300 000 personnes dans la rue pour pouvoir retirer. Là, il y a des personnes dans la rue. Est-ce que c'est la violence qui peut faire bouger? Moi, je ne suis pas partisan de la violence et je pense que si effectivement le gouvernement est responsable, il saura entendre le message qu'on lui fait passer. Et effectivement, il ne faut pas que ça se transforme autrement qu'en simple expression publique dans le cadre du jeu démocratique et constitutionnel. Dans la rue, c'était la seule solution c'est une des solutions, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je pense qu'il faut déjà effectivement que le plus grand nombre puisse exprimer son mécontentement par rapport à ce projet qui est ni juste, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ni utile, ni nécessaire. J'en suis persuadé. Merci. Laurent. Merci Laurent. Want to be alive. Okay.
Ah ouais? Non, moi je sais pas d'image. D'après l'agence de presse Time Press, le McDo a été entièrement... Ève, si la motion référendaire aboutit et que Emmanuel Macron annonce la tenue d'un référendum sur la réforme des retraites, est-ce que vous continueriez de manifester? Le référendum, c'est un outil démocratique. Il aura sa place si jamais le gouvernement le décide. Et c'est à l'issue, toute la période référendaire, en fait, il n'y a pas de raison d'arrêter les manifestations. Il faut continuer à montrer, et l'opinion suit ces manifestations, qu'elle est contre, la population est contre cette réforme des retraites. Donc vous continuez de manifester jusqu'à la tenue du référendum, si jamais il aboutit? En tout cas, on ne le décidera pas seul. Il y a une intersyndicale, donc ça se décidera au niveau d'intersyndicale. Et on ne peut pas écrire la fin du film alors qu'on est en train de le tourner. L'idée de ces manifestations, ce serait quoi? Ce serait de maintenir la pression sur l'opinion publique, de continuer à expliquer à l'opinion publique? Oui, je pense qu'il faut que l'opinion publique et la population, je crois qu'elle a compris, continuent d'expliquer au gouvernement qu'il ne veut pas de cette réforme des retraites, il ne veut pas repousser l'âge de départ à 64 ans. Laurent Berger faisait le parallèle entre les manifestations Gilets jaunes, c'était fin 2018, 250 000 personnes au maximum, des événements un peu violents qui ont abouti à une réponse du gouvernement. Là, ça va être la 3e journée de mobilisation, on a plusieurs millions de personnes dans la rue et pas de réponse du gouvernement. Est-ce que être violent, c'est la seule façon d'être entendu du gouvernement aujourd'hui? On n'espère pas, mais on peut se poser la question. Aujourd'hui, légitimement, on s'interroge, à savoir, on est dans 3 manifestations qui sont pacifiques, qui se déroulent bien, qui sont conviviales, qui sont même très joyeuses. Et pourtant, le gouvernement fait de la sourde oreille. Mais c'est pas dans l'ADN de la CFDT d'aller casser des choses pour obtenir, mais on se pose la question. Effectivement, on peut se la poser. Est-ce qu'il y a une crainte, du coup, de voir certains peut-être se dire on est pacifiste, on est dans une ambiance joyeuse, on n'est pas écouté, on va passer à un mode, entre guillemets, plus radical? Pas au sein de vos rangs forcément, mais au sein des manifestants que vous croisez chaque mardi ou jeudi. C'est le risque. Le risque, il est là, il est réel. On fait tout ce qu'on peut. Nous, on a des gros services d'ordre. On fait tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien. Mais il ne faudrait pas en arriver là. Et il faudrait qu'on soit entendu sur ces formes de manifestations qui sont démocratiques et très, très joyeuses. Et si jamais on en venait à ces débordements-là, est-ce qu'il y aurait une part de responsabilité indirecte du gouvernement dans la façon dont il maintient le dialogue et négocie avec les syndicats sur cette réforme? En tout cas, ça serait le signe qu'il n'a pas écouté la rue et que forcément, dans ces moments-là, quand on n'est pas écouté, il y a des formes de débordement qui
qui n'est pas majoritaire, mais on ne retiendra que ça et c'est fort dommage. Il y a l'idée d'un référendum éventuellement. Est-ce que si Emmanuel Macron annonçait un référendum, vous arrêteriez les manifestations? Ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup du contexte. Dans l'idée, de toute façon, manifester, ça participe aussi à construire un mouvement d'ensemble et qui serait à ce moment-là tranché par référendum. Malheureusement, on voit que que ce soit manifestation ou autre, c'est pas tellement écouté. Moi, ce qui me désespère le plus avec les discours actuels, c'est qu'en démocratie, il faut une argumentation claire et honnête, et qu'on voit que la majorité des arguments qui nous sont présentés sont des mensonges éhontés. Donc on passe notre temps à les démentir avant de pouvoir débattre sérieusement de la question en fait, et donc on n'avance pas. Et après, du coup, comme on n'avance pas, on nous dit qu'il faut avancer de force vers une solution qui est celle qu'on a choisi de nous imposer. Dans l'hypothèse, je reviens à ma question de base, dans l'hypothèse où Emmanuel Macron annonce, je sais pas, un référendum le 5 mars, est-ce que vous continuez à aller dans la rue le mardi ou le jeudi ou même samedi prochain, ou est-ce que vous vous dites, on a obtenu le référendum, le peuple décidera? C'est pas antinomique, c'est-à-dire qu'on peut continuer à manifester pour convaincre et rassembler les gens sur un vrai débat, d'ailleurs, parce que ce sont des questions dont on devrait débattre largement. Et le référendum, ça permet de trancher la question, mais pas forcément de construire le consensus et exposer les termes du débat dessus. Donc si la manifestation permet ça, bah oui, je continue à manifester dans le calme. Évidemment, le but, c'est pas de faire pression, c'est de construire au contraire du consensus ensemble. Deuxième question, Laurent Berger faisait le parallèle ce matin entre les 250 000 gilets jaunes qui ont manifesté avec les violences qu'on a pu connaître pendant le mouvement. Ils ont eu des réponses du gouvernement d'Emmanuel Macron. Là, il y a plusieurs millions de personnes dans la rue depuis le 19 janvier et il n'y a pas de réponse. La question, c'est est-ce qu'il faut être violent pour être écouté d'Emmanuel Macron aujourd'hui quand on va dans la rue? Malheureusement, j'ai envie de constater qu'effectivement, il faut être violent, que ce soit dans la rue ou que ce soit dans la société en général. On n'a qu'à voir cette réforme est d'une violence et d'une brutalité assez peu commune. Et il faudrait que nous l'acceptions sans rien dire et sans désespoir et sans manifestation de colère. Bon, c'est quand même un petit peu beaucoup demandé aux gens. En l'occurrence, il y a eu effectivement les gilets jaunes, ils l'ont payé très cher, hein, leur violence. On n'en parle pas beaucoup, mais de mémoire, il y a eu genre 5000 personnes avec des procès emprisonnés et autres. Et je parle pas de tous les blessés, des détropiés et même des morts. Ce qui, dans notre pays, est quand même plus qu'étonnant. Hein. Moi, je me souviens de Malik Oussekine, il y a eu des millions de gens dans la rue après sa mort. Aujourd'hui, les gilets jaunes, oui, c'était, je sais plus si c'est, il y a eu au moins 2 ou 3 morts, il n'y a pas eu les mêmes réactions. Donc, je sais pas s'il écoute que la violence, mais en tout cas, la violence symbolique ou des casseurs se répand effectivement de plus en plus. Est-ce que vous pensez que si jamais les manifestations jusque-là pacifistes devenaient violentes, il y aurait davantage d'écoute et de réponse du gouvernement? Et est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, peut-être la radicalisation d'une partie du mouvement qui se dit on manifeste, on n'est pas écouté dans le calme, on va passer au degré supérieur? Non, je pense pas qu'il y aurait plus d'écoute. Je pense qu'au contraire, ils attendent que ça pour faire peur à tout le monde, réprimer encore plus violemment et faire passer de nouvelles lois autoritaires avec le flicage numérique. Et du coup, au contraire, resserrer la vis dans une dérive de plus en plus autoritaire. Alors c'est moins vrai notamment sur la façon dont l'ordre est appliqué aujourd'hui dans la rue, parce que effectivement depuis qu'il n'y a plus le préfet Lallemand, il y a quand même une présence policière qui est plus pacifiée, qui est moins
obscène en fait, et moins provocatrice. Mais non, je pense qu'au contraire, si on cède à la violence, ça servira encore une fois d'alibi pour détourner les vrais problèmes et pour accentuer la répression. Mais vous vous dites pas, là, je marche depuis 2 semaines pour pas grand-chose, j'ai pas de réponse du gouvernement. Quelle est la solution? C'est exactement ce que je me dis. C'est très désespérant et du coup, je comprends que des gens cèdent à la colère et à l'énervement parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a méthodiquement détruit tout ce qui permettait justement de débattre ensemble, de construire du collectif et de le porter. Et on ne sait plus faire en fait aujourd'hui. Aujourd'hui même parler des sujets, moi je vois, parce que j'essaye d'en parler autour de moi et je vois que même sur des sujets très simples, c'est très 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 difficile. Il faut vraiment du temps avant de réussir à se dire « Ah bah tiens, oui, on est vraiment complètement d'accord ». Parce qu'il y a toujours un petit peu « Ah oui, mais moi, il y a une nuance, il y a toujours des trucs comme ça ». Des fois, le plus souvent, on donne même pas le même sens aux mots. En fait, on a perdu ça. Et parce que, justement, il faudrait tout discuter en 30 secondes. Au-delà, ça va pas, c'est pénible. Ça prend des heures de débattre de nuances et de petits détails avant d'être sûr qu'on est bien d'accord. Donc à l'échelle d'une population, ça prend des dizaines d'années et c'est quelque chose que, à mon sens, on a perdu, on a laissé perdre depuis en gros les années 70. Ça descend, ça descend, ça descend. Et voilà où on en est. On en est où effectivement, même les gens qui continuent à essayer de se bouger, ils ont du mal à trouver la bonne solution ensemble. Et encore plus à l'échelle de la société, quand on voit que... Mais j'ai envie de dire pour ça, pour moi, c'est les politiques les premiers responsables. Quand ils font semblant, par exemple, Emmanuel Macron qui déclare le soir de son élection que il sait très bien qu'il n'a pas été élu que sur son programme, mais aussi par les gens qui voulaient pas voir Le Pen arriver au pouvoir, et qui ensuite nous explique que cette réforme, elle était dans son programme, donc c'est normal qu'il l'applique. Bon, voilà, c'est juste prendre les gens pour des cons, et donc à un moment, pour le moment, ils se résignent. Moi, j'ai peur du jour où le couvercle explosera. Et s'il n'arrive pas à exploser ce couvercle, ça sera qu'on sera dans une société devenue complètement totalitaire. L'hypothèse où il y aurait un référendum sur cette réforme des retraites, est-ce que vous continueriez à aller dans la rue à chaque manifestation? La réponse est qu'il faudrait effectivement mobiliser pour essayer d'inciter les gens à voter non. Et donc, par définition, la manifestation peut être un de ces moyens. Soit mis à part, l'hypothèse d'un référendum me paraît totalement uberlue. J'y crois pas une seconde. Mais dans ces hypothèses-là, oui, ce serait probablement un des moyens de mobilisation. Donc, vous continueriez à manifester? Ce serait un des moyens. Ce ne sera pas forcément des grosses manifestations comme ça, ou au contraire, ce sera des plus grosses. Ça pourrait être une manif nationale, ça pourrait être... ça sera à voir en fonction, ça sera probablement des distributions de tracts à certains endroits, ce sera d'autres moyens, la manifestation peut en être un. Deuxième question, le gouvernement a répondu aux Gilets jaunes après les actes de violence qu'on a connus à la fin de l'année 2018. Il y avait 250 000 personnes dans la rue. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mardis, jeudi qu'il y a plusieurs millions de personnes dans la rue et il n'y a pas de réponse du gouvernement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne répond que quand il y a de la violence dans la rue? Je suis enclin à le penser. Je suis enclin à le penser parce que, non pas uniquement à cause des Gilets jaunes, il y a eu d'autres événements qui l'ont montré avant. Le vrai problème, c'est que pour le moment, c'est des manifs qui ne dérangent personne. Donc forcément, il n'y a pas aucune raison pour que le gouvernement se bouge là-dessus. La vraie bagarre, si tant est que ça puisse aboutir, ce serait de porter atteinte aux dividendes. On a un gouvernement dont on peut résumer la politique à tout pour le dividende, et si le dividende est attaqué, s'il y a suffisamment de grèves, s'il y a suffisamment d'attaques là-dessus, par exemple, si le privé s'y mêle, pour le moment il n'est pas très présent, si le privé en plus, au-delà de la retraite, du refus de retraite, demande des augmentations de salaire, là ça fera mal aux dividendes, entre guillemets, et donc du coup, il y aura une probabilité pour être entendu qui sera beaucoup plus forte. Mais sorti de ce contexte-là,
Il est effectivement probable que pour le moment, ça les gêne pas trop. C'est un peu mignon, ça permet de s'amuser un peu. Ça donne une mauvaise cote de popularité. On sait maintenant que le gouvernement, il suffisait d'écouter France Inter ce matin, ment sur toute la ligne en ce qui concerne les arguments qu'il a donnés pour cette réforme de retraite. Les objectifs sont ailleurs. Et voilà, l'objectif derrière ça, c'est effectivement de favoriser ce qu'il avait voulu faire en 2018-2019 sur la première réforme des retraites, c'est-à-dire inciter, favoriser, développer les retraites par capitalisation qui sont beaucoup plus rentables et favorables aux dividendes. On y revient toujours. Là, ça va être la troisième grosse mobilisation à Paris. Est-ce que vous craignez que certains en aient marre de marcher sans réponse du gouvernement et que ça pousse peut-être certains à des manifestations plus actives, on va dire? Là, vous disiez, ça emmerde personne. Oui, ça emmerde personne, mais j'en sais rien si ça va être comme ça que ça va se mobiliser. J'en sais rien. J'ai vraiment pas de vision sur ce terrain-là. Tout est possible, mais les vacances scolaires qui arrivent, je pense que ça va être, c'est ce que tablait sur ce que tablait Macron, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va être un peu mignon pour peu que, voilà, il n'y a pas d'événement sportif bientôt, mais ça pourrait être aussi bien s'effondrer sur un événement sportif ou donc là pour le moment ça dérange personne, c'est dans les plans et on est dans les clous. Après comment ça peut évoluer, ça j'en sais strictement rien. Et comment sortir des clous alors pour arrêter les manifs un peu mignonnes, vous disiez? Le problème c'est vraiment des grèves qui seraient beaucoup plus fortes. Au moins ça, c'est-à-dire des grèves qui portent vraiment atteinte à l'économie. Les retraites avaient posé problème parce que la première réforme, parce qu'il y avait eu des points de croissance en moins. Et ça, les entreprises, elles aiment pas. Donc c'est le seul moyen. Donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas tellement pour que Macron repropose une réforme des retraites là. Sur le principe, ils sont pour. D'abord, ça favorisera la retraite par capitalisation, donc ils sont ravis. Ça favorise, ça augmente le chômage, du coup mécaniquement ça baisse les salaires, donc ils sont ravis. Et ensuite, pour le moment, ils avaient dit non parce qu'ils avaient peur justement que ça porte atteinte à la croissance. Donc vous en appelez au privé à se mobiliser? J'en appelle à personne. Chacun fait ce qu'il peut, comme il veut. Mais si il y a une chance de gagner, je le dis un peu de manière caricaturale, il faut que ça vire à un mouvement à la mai 68. Sinon, ça ne gagnera pas. Dans l'hypothèse où il y aurait un référendum annoncé par Emmanuel Macron, est-ce que vous arrêteriez de manifester? Non, absolument pas. Le but est d'aller au bout du retrait. On n'est pas là pour capituler. Donc moi, j'ai fait toutes mes journées de grève. Et s'il faut aller en reconductible, je rejoins le mouvement en reconductible. Le but est d'aller jusqu'au bout. Le but n'est pas d'avoir un référendum? Le référendum, c'est une chose. Par contre, il faut maintenir la pression jusqu'à ce que le projet soit retiré. Donc, le référendum, c'est un premier pas, mais il faut maintenir la pression jusqu'à ce que le projet soit retiré. Donc, je rentre pas à la maison sur la promesse d'un référendum. Deuxième question, Laurent Berger se posait la question, est-ce que le gouvernement ne répondrait que quand il y a de la violence dans la rue? Il prenait l'exemple des Gilets jaunes où il y avait 5 fois moins de monde dans la rue, mais une réponse du gouvernement. Là, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des millions de personnes dans la rue et pas de réponse réelle du gouvernement. Est-ce que c'est un constat que vous faites vous aussi? En tout cas, tout porte à croire que c'est le cas, effectivement, puisque la première manifestation, M. Macron était gentiment en Espagne, on n'a pas eu de réponse. Deuxième manifestation, encore plus forte la semaine dernière, pas beaucoup plus de réponses. Là, il se trouve qu'on commence à avoir une réponse parce que ça frémit. Je suis évidemment pas pour les violences, encore une fois les violences, mais force est de constater que lorsque ça se radicalise, là, les politiques commencent à sortir du bois. Est-ce que vous comprendriez que certains en aient marre de faire des bastilles répugnation dans tous les sens, sans réponse du gouvernement, et passent à des systèmes, des manifestations plus offensives? C'est le principe de l'extrême gauche, c'est-à-dire que les grèves défensives, elles servent à rien parce que c'est ce qu'on fait. On ne fait que répondre à une attaque par rapport à la préservation de nos acquis. Donc le but effectivement est d'aller plus loin. Moi personnellement je suis pas pour la violence. Maintenant je comprends effectivement que notamment les plus jeunes parmi nous aient besoin d'avoir plus de radicalité, parce que force est de constater que ça ne marche pas ce qu'on fait. Donc peut-être qu'il faut réinventer la grève, réinventer notre façon de manifester et avoir un système alternatif. Les réseaux sociaux aident beaucoup. En tout cas il y a autre chose à faire. Les Gilets jaunes nous avaient trouvé ça avant le confinement. Donc il y a peut-être un autre rapport de force engagé. Faut passer la vitesse supérieure là en termes de mobilisation pour être... Clairement, là il faut partir d'ailleurs, la plupart des gros organes commencent à se radicaliser et à penser au blocage. Peut-être que le blocage de la société fait que ça ira plus vite, parce que si on ne bloque pas, on n'a rien là, clairement.
Le réseau est bien, mais tout va bien. De la place de la République.
sauver une autre personne.
indications, par là. Putain, un peu de cerveau, quoi. Les deux chefs de section là, les deux chefs de section. Prenez les sections, je peux sortir la vitesse. Putain mais j'ai vu, il est devant ça. Vous reculez, enfin. Allez en courant. Allez, allez. En courant, bordel. Il n'y a plus rien là. Ah, ça a gazé là. C'est pas du gaz là-bas? Non, non, ça vient, il y avait du gaz comme ça qui arrivait par là. À chaque fois, je fais cette position là, ça va bien.
d'un coup. Hein, ils vont balancer de Calmez-vous. Quand vos ordres ils sont illégitimes, faut pas le faire, les gars. Vous désorganisez la manifestation pour rien. Faut arrêter, les gars. À un moment donné, vous avez un esprit quand même. C'est des humains derrière. Arrêtez, les gars, arrêtez. Appelez vos chefs. Elle est belle la justice. L'attends. Ça va? Oui, t'inquiète. On aurait mérité plus tard. Ta mère, t'as le jour.
sont très respectés par le mouvement social. Les mecs, le drapeau. Calme-toi, Juju. Moi, je suis en mission là. T'es excité là, genre t'as la une de la semaine prochaine là. Je vais faire des belles images. On dirait que c'est la révolution. C'est chaud là, merci. C'est chaud. Bon bah voilà. Moi qui voulais faire un bar. Bien sûr. T'inquiète. Avocat, vous parlez. Fini.
Calme-toi. Porter les gants, porter. Ah, il faut des contaminants. Laissez passer là. Attends. Hé les gars, on veut notre collègue. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ils l'ont chargé comme des bâtards. Pourquoi? Parce qu'il a fait respecter son droit. C'est-à-dire? Bah, il était comme nous, ils l'ont chargé, ils l'ont pris, voilà. Il a rien fait. Notre collègue. On n'a pas d'armes. Donne notre collègue. Donne notre collègue et ça s'arrête. Notre collègue et ça s'arrête. Notre collègue et ça s'arrête. Il a fait quoi? Juste le collègue et ça s'arrête. Il a fait quoi notre collègue? Notre collègue il a rien fait. Ça s'arrête. Il a été interpellé. Il était à côté de moi. Il était à côté de nos collègues. La vie commence. Il était revenu comme nous. Il se fait prendre. Il était à côté de moi, il s'est fait bousculer, il s'est fait prendre. Restez là, je vais. Juste le collègue et ça s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont interpellé un de nos collègues. On lui a simplement demandé de reculer. Il s'est fait bousculer et là quand je tourne la tête, ils sont en train de l'attraper à 4 et ils l'emmènent quoi. Il est bousculé au sol, il était à côté de moi, il est bousculé au sol, il est pris au sol, il est embarqué, il a rien fait. Il a rien fait. Depuis tout à l'heure on a porté secours à un mec qui était par terre. Je leur disais on a de porté lâcher, secours à un mec qui était par terre. Et là le mec il se fait embarquer quoi. Il a rien fait du tout en plus. Et là on est là, on fait rien. Regardez on est même venu à vous là. Il est où? Pourquoi il est parti en toilette? Il allait. Il a rien fait. Juste notre collègue les gars. Et ça s'arrête. Juste le collègue les gars. Regardez vos vidéos, le collègue il a rien fait. Juste le collègue. Regardez le collègue. Il y a rien. Journaliste, sortez de là. Vos collègues, vous vous rappelez, il était ici. Êtes-vous d'accord? Continuez, on va plus loin les gars. Vous m'écoutez pas, vous m'entendez pas. Alors, en deuxième vie. Je sais pas, je suis pas tous les policiers. Allez, Monsieur, reculez, monsieur. On y va, on arrête de parler, avancez. Moi, je veux des réponses, s'il vous plaît. Il est où vos collègues? Mais je sais même s'il n'est pas avec nous, vous voyez très bien. Non, il n'est pas avec nous, voilà, il n'y a pas avec nous.
les culs! Allez, vous circulez! Allez! Un circuit! Prenez la première rue à droite, on recule. Allez! Première rue à droite pour tout le monde. Nous, les gars, restez là-bas, c'est bon? Arrêtez, vous étiez dans le concret de la statue. Attends. Sur la droite en complément. Calez-vous encore à gauche! On tient la ligne! Tout le pays là! Les gars, prenez la fusion bâtimentaire là!
grave derrière. Grave à l'eau. Et donc déjà fait. Médecin, et oui. Soyez humain s'il vous plaît. On vous demande d'être humain, c'est quoi? C'est compliqué d'être humain, les gars. Incroyable. Soyez humains les gars. Soyez humains, laissez-la regarder, ça m'aurait tout poussé. Vous êtes passé, elle n'a rien fait les gars. Qui c'est qui commande ici? Non mais c'est pour le monsieur, c'est la poignée. Ça va, recule, ça va. Il y a un médic qui est là pour le repas qu'elle fasse son boulot. Toi des médics, c'est pas difficile, je me suis humilié. La bonne grâce. Wow! Tu fais ça! Ah! Je vais le filmer, messieurs! Tu me fais ça! Arrête, putain, je suis un putain, c'est trop bien mal. Arrête, j'ai rien cassé, j'ai pas des personnes, j'ai rien fait, mais frérot, pourquoi tu fais ça? C'est trop pas. Tu vas faire. C'est mieux, c'est bon, c'est mieux. Tu vas faire.
je sais pas, je dis rien. Vous allez les toucher là. Attends, je reviens. C'est vrai que ça fait 10 minutes comme ça. Même si ils sont comme oui, c'est ça, mais en plus, ils ne résistent pas. C'est bon, c'est bon. Parce qu'il a pas l'air bien épais. Ouais, il est pas bien. Allez, lève-toi, lève-toi. Allez, circulez, vous êtes sur la route. Allez, circulez, vas-y. Circulez, vous êtes sur la route. Vous êtes sur la route, circulez, circulez. Arrêtez, monsieur, arrêtez quand même. C'est exagéré là. C'est son métier d'être un connard. La réalité, vous lâchez des bombes lacrymogènes. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Oh, mais ça va pas. Oh, C'est un enfant. C'est un gamin là, il a peut-être pas 16 ans. C'est bien. Je suis en direct. Les gars, on aide de les interpeller là. Tiens, arrête, t'es pompier là, je vais te mettre un bouton photo. Bonsoir. Pousse-toi. Ouais, excusez-moi. Normalement, il y a quelqu'un qui est sorti, vous le voyez ou pas?
Oui, il est à pied. Continue, vite. Attends, regarde, je t'ai marqué. Normalement, c'est facile. Quand vous mettez le GPS, vous avez un premier portail, après en face de vous, vous avez une barrière, c'est le bâtiment en face de vous.